Je garde un excellent souvenir de la grande communauté juive de France, avec laquelle j'ai développé des relations très très profondes, qui durent jusqu'à ce jour. Et j'ai aussi trouvé le travail diplomatique difficile en France. J'avais des problèmes avec le président Chirac, avec lequel j'avais d'excellentes relations, mais lui n'avait pas de bonnes relations avec le Premier ministre qui était alors Netanyahou. Et je servais un peu de pont entre eux, c'était pas facile du tout. Avi Pazner Shalom, nous allons évoquer votre passionnante carrière diplomatique. Vous avez rencontré les plus grands dirigeants de ce monde, connu la plupart des premiers ministres israéliens. Lorsque vous jetez un regard sur votre carrière, quel est l'événement qui vous a le plus marqué? Vous savez, chacun de nous doit penser quel est l'événement le plus important de sa vie. Et c'est drôle, mais c'est un événement qui est lié à mon service comme ambassadeur d'Israël en Italie, où le Premier ministre Yitzhak Shamir m'avait chargé d'une mission quand je suis allé en Italie. Il m'a dit, écoute, les relations avec l'Italie, c'est extrêmement important, mais il y a encore quelque chose de plus important. Et c'est les relations avec le Vatican, qui n'a pas reconnu Israël depuis 45 ans. Nous étions en 91. Et j'aimerais que, quand tu es à Rome, que tu essayes de faire tomber les murs du Vatican. Évidemment, il n'y a pas de mur au Vatican, mais c'est une expression hébraïque. Et c'est comme ça que je suis allé en Italie, avec ça dans la tête, que peut-être que je vais réussir, peut-être. Alors je dois avouer vraiment que les premiers 6 mois, je me suis surtout consacré en Italie à mon travail en essayant de percer une voie vers le Vatican. Ça m'a pris 6 mois. J'ai rencontré tous les cardinaux, tout le monde était très gentil, ils ont dit oui, vous avez raison, il n'y a pas de relation, comment... Mais ce n'est pas nous qui décidons, c'est le pape. Le pape, c'était Jean-Paul II à l'époque. Jean-Paul II, qui était un ami des Juifs. Et un Polonais aussi. Et polonais aussi. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'il m'a parlé en polonais, moi je ne parle pas un mot de polonais. Alors j'ai rencontré le pape et j'ai eu une audience privée avec le pape. Et on m'a donné 20 minutes. Et moi, j'avais soigneusement préparé mon intervention avec le pape. Et lui, il a commencé à parler de l'Iran et du Soudan. Et je lui ai dit, j'aimerais parler du sujet qui nous intéresse. Il dit, allez-y, tous les péchés de l'Église catholique contre les Juifs, l'Inquisition, enfin, tout y était. Et à la fin, puisqu'on était après la conférence de Madrid, j'ai dit au pape, tout le monde maintenant a des relations avec Israël. Bien sûr, la Libye et l'Irak n'ont pas de relations. Et alors le pape m'a regardé comme ça, il m'a dit, monsieur l'ambassadeur, vous voulez dire que nous sommes parmi les plus mauvais? Alors je dis non, j'ai eu comme ça, je dis non, vous n'êtes pas les plus mauvais, vous êtes parmi les derniers. Là, il a une phrase qui m'a frappé, il a dit, vous savez, dans notre tradition, les derniers seront les premiers. Bon, alors j'ai compris que j'avais fait une percée. J'ai immédiatement averti Yitzhak Shamir et David Levy, qui étaient ministres des Affaires étrangères. Et on a commencé les négociations avec le Vatican et on a établi des relations avec Israël. Et quand je regarde tout ce que j'ai fait, comme vous dites, j'ai fait assez de choses. C'est peut-être la chose la plus importante que j'ai fait de ma vie. Aujourd'hui, il y a un ambassadeur d'Israël au Vatican. Il y a un ambassadeur d'Israël au Vatican et il y a un ambassadeur du Vatican en Israël. Et on a des relations officielles avec 2 milliards de catholiques dans le monde, ce qui est très important. Alors on va revenir un peu sur votre carrière et puis sur votre vie. Vous êtes né en 1937 en Pologne. Et vous avez écrit dans votre livre que vous êtes né de nouveau en 1939
lorsque, avec votre famille, vous êtes arrivé en Suisse, à Genève. Oui, bien sûr, parce que je suis né à Danzig en 1937 et mes parents, qui étaient extrêmement intelligents, ont senti que quelque chose allait arriver avec l'Allemagne. Et ma mère, qui était suisse, a voulu rentrer chez elle. Mais malheureusement, à cette époque-là, quand une Suisse se mariait avec un étranger, on lui retirait sa nationalité. Donc, ma maman et mon papa étaient polonais. Alors, mon père a demandé un visa d'étudiant, malgré le fait qu'il était déjà docteur en sciences économiques. On lui a accordé le visa, mais pas à sa femme et pas à moi, parce que dans ce temps-là, on disait les étudiants, c'est jeune, c'est pas ce que ça veut dire avec sa femme et son enfant. Et ma mère a essayé de recevoir un visa pour la Suisse, n'a pas réussi. Elle, qui était suisse depuis 3 ou 4 générations, pas reçu de visa. Ils ont décidé de prendre le train, et c'était vraiment à l'ultime minute, dans l'été 39. Et quand on est arrivé à la frontière suisse, les policiers sont montés dans le train, ont demandé des visas, mon père a montré son visa, et quand le policier s'est approché vers ma mère, qui elle n'a pas de visa, alors elle m'a pincé le derrière, et paraît-il, j'ai hurlé, elle dit au policier en suisse allemand, regardez cet enfant, il rentre chez lui, à la maison, ces belles montagnes, ces lacs, tout ça. Il commence une conversation en suisse allemand et il n'a pas demandé de voir le passeport. Et c'est comme ça qu'on est entré en Suisse et qu'on a été sauvé. C'est pour ça que j'ai dit, je suis né une deuxième fois. J'ai crié comme à ma première naissance. Vous passez donc votre enfance en Suisse et puis en 1953, votre famille et vous aussi, vous montez en Israël. Votre alia était en fait la suite logique de l'activité sioniste de votre père en Suisse? Oui, bien sûr. Mon père était, après être entré en Suisse, c'était un activiste sioniste. Il est devenu représentant de l'agent juif, d'abord en Suisse, et puis quand la guerre a éclaté, que toute l'Europe était fermée, il n'a pas pu bouger de Suisse. Et lui s'est occupé spécialement du sauvetage de Juifs pendant la guerre. Il avait une position clé en Suisse. Il a sauvé des milliers de personnes. Je me rappelle, jusqu'il y a quelques années, je voyais des gens dans la rue comme ça qui me reconnaissaient, qui disaient « Ah, votre papa nous a sauvés ». C'est très fort émotionnellement. Et puis oui, quand l'État d'Israël a été fondé, on lui a demandé de rester comme premier représentant d'Israël en Suisse. Et puis en 1953, nous avons fait notre alia. Je suis arrivé ici à l'âge de 16 ans. J'ai fait mes études à Jérusalem, Gymnasia Rechavia, et puis j'ai servi dans l'armée, dans le corps blindé. J'étais dans les chars français d'ailleurs. Donc il y a l'armée, bien entendu, vos études à l'université, votre mariage aussi avec Marty. Et puis après, vous commencez à travailler à la banque. Un ami à vous propose de vous présenter au cours de préparation des diplomates israéliens, le fameux cours Satsoharim. La diplomatie, c'était quelque chose à laquelle vous aviez pensé avant? Oui, j'avais pensé, je vais vous dire, parce que mes parents, après une dizaine d'années passées en Israël, mon père a été envoyé comme diplomate en Amérique du Sud et en Suède. Et moi, je l'ai visité après l'armée et j'ai vu que c'était très, très intéressant. C'était vraiment très intéressant. Et c'est plus intéressant que la banque, plus intéressant que l'économie, à mon avis. Le problème, c'était que ce cours Soharim, c'est une compétition extrêmement cruelle. À cette époque, il y avait plus de 1000 applicants et seulement 10 qui étaient choisis. Oui, je ne sais pas par quel hasard j'étais parmi les 10, et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière diplomatique. Et arrive donc votre première nomination, et vous êtes envoyé en Centrafrique. C'était quelque chose que vous souhaitiez? Non, je ne souhaitais pas. Et moi, je voyais plutôt l'Europe, parce que de mon éducation en Suisse, et d'ailleurs, j'avais travaillé au ministère des Affaires étrangères au début sur le bureau français, et là, j'ai été un peu déçu qu'on m'a proposé le fin fond de l'Afrique, mais je me suis dit, il faut bien commencer par quelque chose. Et j'ai eu une chance inouïe, qu'aucun ambassadeur ne voulait venir là-bas. Donc, j'étais là-bas en tant que chargé d'affaires d'Israël, déjà dans ma première mission. Et ça m'a donné une expérience formidable. Donc, je n'ai pas regretté après ça. C'était une période
très troublé avec Bokassa comme président. Je me suis bien arrangé avec lui, heureusement. Sans ça, je ne serais pas là pour vous le raconter. J'ai commencé ma carrière au ministère des Affaires étrangères avec l'Afrique. Après la République centrafricaine, j'ai été posté au Kenya. Donc, j'ai fait 4-5 ans d'Afrique et je suis retourné au ministère. Vous êtes revenu en Israël et vous avez occupé une série de postes très importants. D'abord, vous êtes parti aux États-Unis, vous étiez le porte-parole de l'ambassade aux États-Unis, puis le porte-parole du ministère des Affaires étrangères ici en Israël. Et vous avez donc dû défendre Israël pendant toute cette période dans les médias, dans des périodes particulièrement difficiles, comme celle de la guerre du Liban, par exemple. Quelle était votre stratégie de communication? Écoutez, moi, j'ai toujours défendu Israël. Quand vous dites diplomatie, pour moi, j'ai vu ça aussi comme un moyen de défendre Israël contre tous ses ennemis. Pas seulement dans cette région, mais malheureusement dans le monde entier. Donc, pendant toute ma carrière, j'ai dû expliquer des choses qu'il était difficile d'expliquer. Il était difficile d'expliquer la guerre au Liban parce que vous voyez des images de dévastation, de guerre, de bombardement, les gens ne comprenaient pas. Comme il était difficile d'expliquer la première intifada et la deuxième intifada. Mais moi, je trouve les arguments. Je trouve toujours à chaque question les réponses adéquates pour expliquer le pourquoi des choses. Vous savez, quand vous faites ça pendant 50 ans, eh bien, ça vous vient naturellement. Vous comprenez, c'est une position qui vous vient naturellement. J'ai derrière moi Israël. Je me vois comme une ligne de défense de la Hasbara et je réagis automatiquement. Dès qu'on critique Israël, je réagis automatiquement. Et aujourd'hui, Israël est encore attaqué et c'est un peu différent parce qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Et vous pensez qu'il est encore possible de défendre Israël, même à cette époque où il y a une multitude de façons, de chaînes d'expression? C'est plus difficile aujourd'hui. Moi-même, je fais très peu de réseaux sociaux. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui une compétition très forte de la part des réseaux sociaux, mais ça, je laisse aux plus jeunes que moi. C'est beaucoup plus difficile, mais je continue jusqu'aujourd'hui, à expliquer Israël, à informer sur Israël et à défendre Israël dans les médias internationaux. Alors vous avez connu ou vous avez travaillé avec les plus grands hommes politiques de ce pays, comme Menachem Begin, Shimon Peres, Yitzhak Rabin, Yitzhak Shamir, bien entendu aussi. En quoi ces personnalités politiques étaient différentes des hommes politiques de nos jours? Ils étaient beaucoup plus idéalistes que les hommes politiques de nos jours. L'idéologie avait un rôle central dans leur action. Vous avez mentionné tous ces grands leaders qui sont complètement différents politiquement. Un est à gauche, l'autre est à droite, l'autre est à droite, mais ils avaient tous une motivation extrêmement idéologique, profondément idéologique. Aujourd'hui, je vois chez les hommes politiques de notre génération beaucoup plus d'ambition politique personnelle au lieu de cette idéologie que je respectais, qu'elle soit de droite ou de gauche. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas du même niveau, peut-être même encore supérieurs, mais leur motivation aujourd'hui, elle est différente de ce qu'elle était. Moi, je trouve ça dommage. Parce que je crois qu'il faut mettre en avant le pays, le peuple juif, Israël, et seulement après les ambitions personnelles. Et ça crée un manque de confiance, vous avez l'impression? Qu'il y a en Israël aujourd'hui un clivage qu'il n'y avait pas il y a 30 ans, 40 ans. Il y a 30 ans, 40 ans, nous étions beaucoup plus unis face à tout ce qui nous menace. Aujourd'hui, vous avez des clivages qui étaient là, et évidemment, il y a 30 ans, 40 ans, mais qui étaient cachés derrière une façade de solidarité qui s'est effritée, peut-être à cause des réseaux sociaux. Il y a vraiment des discussions terrifiantes. Mais c'est dans le monde entier, c'est pas seulement en Israël. Regardez l'Amérique, regardez la France, c'est la même chose. Donc le monde a changé, il faut bien s'en rendre compte, et il faut faire avec. Alors je voudrais revenir à votre carrière diplomatique. Vous nous avez parlé de l'Italie, de votre rencontre avec le pape Jean-Paul II au Vatican. Après Rome, vous avez été à Paris. Quel souvenir vous gardez de votre passage dans la capitale de la France? Je garde un excellent souvenir de la grande communauté juive de France, avec laquelle j'ai développé des relations très très profondes, qui durent jusqu'à ce jour. C'est la plus grande communauté juive d'Europe. J'ai tissé des liens très très particuliers
qui m'ont beaucoup aidé après quand j'étais président mondial du Keren HaYesod. Et puis, j'ai aussi trouvé le travail diplomatique difficile en France. À cause du Quai d'Orsay? À cause du Quai d'Orsay. Et puis, j'avais des problèmes avec le président Chirac, avec lequel j'avais d'excellentes relations. Mais lui n'avait pas de bonnes relations avec le Premier ministre qui était alors Netanyahou. Et je servais un peu de pont entre eux. C'était pas facile du tout. Je me souviens surtout de cette visite dramatique de Jacques Chirac. Qu'est-ce qu'il y a encore comme problème? Je commence à en avoir assez. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go. This is a provocation. C'était lui le responsable de cet incident. Mais il l'avait pris d'une façon qu'il le voyait ça comme si c'était lui qui était offensé. Il voulait repartir. Et il s'attendait à des excuses. Il s'attendait à des excuses. Donc, moi, j'ai fait la navette entre Chirac et Netanyahou. Netanyahou ne voulait pas, et avec raison, s'excuser. On n'a rien fait de mal, on voulait le protéger. Alors, on a trouvé une formule. J'ai trouvé une formule que, lors du déjeuner au King David, Netanyahou dirait qu'il est désolé d'apprendre cet incident, et puis voilà. Comment vous expliquez justement cette... alors, peut-être pas spécialement de Jacques Chirac, mais plus particulièrement de l'hostilité du Quai d'Orsay, du ministère français des Affaires étrangères à l'encontre d'Israël? Je ne sais pas si je peux employer le mot d'hostilité. C'est plutôt une espèce de méconnaissance d'Israël. C'est traditionnel. C'est même au moment où les relations entre la France et Israël étaient à leur apogée entre 54, 55 et 67, quand nous avions une alliance avec la France, le Quai d'Orsay n'était pas satisfait. C'est quelque chose qui est ancré très profondément. C'est possible que c'est peut-être parce qu'il y a tellement d'ambassadeurs français dans les pays arabes, il y a 22 pays arabes. Le Quai d'Orsay est tellement arabisant qu'il voit les choses au Moyen-Orient d'une perspective qui n'est pas neutre, mettons, qui est plutôt du côté des sympathies du côté arabe, beaucoup de compréhension du côté arabe. J'ai même une anecdote à ce propos. En 1995, lorsque Chirac a fait un très grand discours annonçant la politique arabe de la France, j'ai été voir le directeur du Quai d'Orsay, je lui ai dit, mais où est-ce que figure Israël dans la politique arabe de la France? Alors, très étonné, il dit, mais Israël fait partie de notre politique arabe. Voilà, ça voulait tout dire. Pour terminer, Avi Pazner, je vous ai demandé au début de cette discussion l'événement qui vous a le plus marqué. Et je voudrais vous demander, pour terminer, quelle est la personnalité israélienne ou internationale d'ailleurs qui vous a le plus marqué? Eh bien, la personnalité qui, à moi, m'a le plus marqué, c'est Yitzhak Shamir. J'ai travaillé 10 ans avec Yitzhak Shamir. Et je ne partageais pas toujours ses idées. Mais là, j'ai vraiment trouvé un leader extrêmement fort. Je parlais d'idéologie. Ça, c'était un homme qui faisait tout ce qu'il faisait pour un but national, pas pour lui-même. Tout ce qu'il faisait, même quand ça lui coûtait politiquement. J'ai vu ça plusieurs fois. C'est Israël qui est important. C'est la force d'Israël qui est importante. Alors là, il était très fort, très dur sur ses ordres. Mais personnellement, c'était l'homme le plus gentil au monde. J'ai travaillé avec lui pendant 10 ans. Jamais il n'a levé la voix pour... Et j'ai fait beaucoup d'erreurs, comme tout le monde. Quand je faisais une erreur, il disait doucement, « Avi, écoute, ça, c'est pas bien. Essaye de réparer ça. » Comme ça, vous savez. La relation est devenue très personnelle. C'est un homme pour lequel j'ai énormément d'admiration aujourd'hui. Il a sorti Israël de beaucoup de situations difficiles et je crois qu'il faut lui donner le crédit. C'est lui qui a réussi, premièrement, à ramener en Israël 1 million ou 1,5 million de juifs russes et éthiopiens aussi, et puis éviter à Israël de s'engager dans une guerre du Golfe qui n'était pas la sienne. Toda rabba, Avi Pazner. Merci beaucoup. Merci à vous, Olivier.